Et salut YouTube, salut Salut Amine. YouTube, Il faut, salut Quentin. ouais, il faut qu'on regarde cette vidéo. Depuis un moment, je l'ai pas vue, je me suis pas spoil. Mais en gros, c'est Jokari. C'est un gars qui a été master sur League of Legends, qui a été chez Goldman Sachs, qui maintenant parle de creator economy. Donc en fait, c'est totalement notre sujet. Et il a fait du coup une keynote à Vivatech sur la creator economy. Donc c'est un peu les piliers de notre thématique. Regardons ça. Toujours un gros stress. Pour ceux qui me suivent un peu et qui savent que je fais pas mal de conférences, je vous le dis, je suis toujours méga stressé au début des confs. Donc, je pose. Là, j'ai même pas préparé mes petites notes en plus. Un peu J'arrive. stressé. Ok, c'est bon. On est setup. Tout le monde m'entend bien, c'est bon? Ok, nickel. Il a Donc l'air d'avoir écoutez, pas moi mal je de suis monde. créateur de contenu depuis 2 ans sous le nom de Jokariz. Je m'intéresse énormément à la creator economy et je voulais donc profiter de cette occasion pour vous faire une keynote un peu sur ce que c'est que la creator economy. Donc vous l'avez compris, je suis vraiment pas un expert du sujet, ça fait 2 ans que je bosse là-dedans, mais voilà, je voulais vous présenter un peu ce que j'ai pu apprendre en 2 ans sur ce secteur qui est à mon avis passionnant. Il y a 2 ans, donc en février 2022, j'ai décidé je bossais dans une banque américaine depuis 7 ans et j'ai décidé de quitter mon taf pour aller dans la creator economy en tant que créateur de contenu. Je pense que rétrospectivement, il y a plein de trucs qui m'ont attiré dans la creator economy, mais en fait, le truc principal, c'est l'authenticité. En fait, je venais du monde corporate. Dans le monde corporate, je sais pas si vous bossez en entreprise ou quoi, il y a énormément de bullshit. Ok, il y a tout le monde, il y a énormément de langue de bois. Personne. C'est C'est drôle de partir là-dessus comme intro. première vérité. Grave. Non, bon, ça, il a raison à quel point Oui. le monde corporate, il est très Ah, structuré, etc. Il mesure, tu vois, tout est mesuré dans la communication, dans ces trucs-là et tout. ouais, Forcément. ouais. Après, en vrai, même dans les créateurs de contenu, hein, je trouve qu'il y a quand même, tu vois, un À degré partir d'un un peu certain comme niveau, ouais. ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Après, on revient, je pense, ces dernières années, beaucoup plus vers l'authenticité. Les créateurs C'est de ça, mais contenu, après, contenu c'est en même authentique. temps ça. Ouais. Mais c'est un peu la problématique. Une fois que tu grossis, c'est compliqué de garder cette authenticité parce que en fait, elle est plus possible pareil. Le cas de, je crois que c'était Lena Situation, elle avait eu un peu un sujet comme ça avec sa communauté, tu vois, où elle était vachement dans l'authenticité au début. Et forcément, il y a un moment quand elle est invitée au Met Gala, elle est invitée à des trucs de fou comme ça, c'est compliqué de garder ce truc-là de je vis la même vie que vous, quoi. Le côté relatable, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais, Bon, il va peut-être en parler plus, du coup. Ça va être un pan de sa conf. Disent ce qu'ils pensent. Et en fait, la creator economy, le truc qui est révolutionnaire, le truc qui fait émerger la creator economy comme un nouveau média aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est un des rares secteurs où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Okay, ils peuvent être authentiques. Et ce truc-là, d'avoir le droit de dire ce que tu penses, c'est un luxe énorme. Il y a très très peu de gens qui ont le droit de dire ça. Si vous regardez aujourd'hui, pourquoi François Civil, il décide d'aller faire la promo des Trois Mousquetaires sur la chaîne de Squeezie sur YouTube? Parce que même un François Civil, en fait, dans sa vie, il a peu d'occasions où il peut dire vraiment ce qu'il pense. Quand il est acteur, bien sûr, il n'est pas lui-même. Quand il est en conférence de presse, il n'est pas lui-même non plus. Donc voilà, donc je pense que ce truc-là est priceless et c'est ce qui distingue vraiment la creator economy du reste. Et je pense que dans l'histoire, à chaque fois, un truc emmène son contraire. Je pense que les dernières années, on a eu beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de défiance des gens. Et je pense que c'est pour ça que des créateurs de contenu, des influenceurs émergent. J'en profite, petite digression, la différence entre créateur de contenu et influenceur. Alors, moi je pense que toutes les personnes qui font mon métier préfèrent dire créateur de contenu, c'est plus noble, ça montre quelle est notre valeur ajoutée. Influenceur, c'est connoté très péjorativement, surtout depuis que Booba est passé par là. Donc voilà, les gens disent pas influenceur. Après, les puristes vous diront un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui s'efface derrière le contenu qu'il produit, alors qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui incarne le contenu qu'il produit et qui met sa personnalité et tout ça dans son contenu. Ok, alors c'est maintenant impossible de dissocier presque. De quoi, influenceur créateur de contenu? Ouais, mais par exemple, moi, je vois ce qu'il veut dire sur le côté, tu te mets derrière ton contenu. Moi, je pense par exemple à The Great Review, tu vois. Le Ouais. gars, il montrait pas sa tête et tout. Et en fait, son contenu, il était trop bien, il se suffisait à lui-même. Mais ça ne l'a pas empêché de lui devenir une figure publique. Les gens, ils sont pas bêtes, ils savent qui crée quoi, tu vois. Donc même si, tu vois, c'est comme un artiste musical, tu vois. Personne voit sa tête normalement de base, mais en fait, il y en a, ils sont des célébrités, mais parce qu'ils ont créé, tu vois. Peu importe qu'on voit la personne ou pas, tu vois. Je Ouais. pense Moi, à Bansky, des trucs comme ça, par exemple, le graffeur, là, ultra connu, tu vois.
Ouais, Tu sais, j'ai c'est pas un mec forcément la qui rêve, fait des. j'avoue. Là. En gros, c'est un mec qui fait des graphes, il est vachement dans le côté libération, etc., révolution et tout. Il fait des graphes partout dans toutes les grandes villes en fait du monde et tout. Et il fait Ok. des trucs magnifiques, tu vois. Et le mec aujourd'hui, il a presque des expos en fait à son nom, tu vois. Et je crois que le mec il reste anonyme, tu vois, parce que c'est illégal de graffer, tu vois. Ouais. C'est, Ouais. Bon, c'est vrai que cette différence influenceur-créateur de contenu, tu sais, enfin, pour rassurer les gens, il fallait toujours l'expliquer avant. Bon, j'ai un ouais. peu l'impression que maintenant, en fait, on s'en fout un peu. Ouais, c'est ça, on s'en fout. Et puis en fait, la notion d'influenceur plutôt démarre au moment où tu as de l'influence, point barre, tu vois. Ouais. Dire à partir du moment où tu peux présenter quelque chose et que ça crée des ventes, par exemple, pour Ouais, quelqu'un, c'est bah t'es un ça. À influenceur partir malgré du toi, tu vois. moment où il y a des marques qui peuvent te filer de la thune pour toucher ton audience, t'es influenceur. Quoi. C'est ça. C'est ça. Il y a une étude du coup de Goldman Sachs, forcément, qui est sortie en 2023 sur les chiffres de la Creator Economy en 2022. Ils ont estimé que la Creator Economy, sur l'année 2022, c'est 250 milliards de dollars. Pas Alors, mal. j'ai toujours pas défini le terme Creator Economy, Ouais, je sais pas ce qui rentre justement parce dedans, que tu c'est vois. assez Dans quoi, dans les chiffres? Ouais, comment ils comptent, c'est quoi les rentrées de la Creator Economy? C'est les droits publicitaires en majorité? C'est quoi le. J'espère qu'est-ce qu'ils. Ah non. Je pense que c'est comme d'hab, les chiffres, tu peux leur faire tout et rien dire. On Genre, sait est-ce pas qu'ils trop. comptent Ouais. par exemple les revenus de. Tu vois, par exemple, Zach Nani qui a un kebab, une sorte de La sandwich casse sur une d'Allery, à ouais. Paname. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils comptent les revenus de ce truc-là dans la Creator Economy, tu vois? Est-ce qu'on devrait les compter? Parce que- Je sais pas. Après, si Goldman Sachs ont fait les études, c'est que on Ouais, doit pouvoir j'imagine. peut-être la C'est carré. trouver et que d'avoir les chiffres. Mais... flou. Pour moi, la Creator Economy, ce que Ah, c'est flou, il a dit quand même. Quand j'ai remis une économie play. de plateforme où il y a des créateurs de contenu indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas salariés par la plateforme, qui viennent déposer du contenu innovant tous les jours et qui font eux-mêmes venir leurs viewers sur ces plateformes. Ce truc-là est révolutionnaire. Goldman Sachs, ce qui est intéressant, c'est que les 250 milliards de dollars de la Creator Economy, pour eux, c'est juste les revenus des créateurs de contenu. Ok, Donc ils ne prennent pas en compte on a l'argent la des réponse. plateformes. 2023, YouTube a déclaré 32 milliards de revenus sur l'année. C'est pas pris en compte dans l'étude de Goldman Sachs, par exemple. Les business des agences, les boîtes de prod, les monteurs, les graphistes, tout ça, c'est pas Ok, pris en ouais. compte. Donc c'est vraiment. Goldman, ils disent 250 milliards, c'est les revenus de tous les créateurs de contenu. Alors comment ils arrivent à ce chiffre? Ils ont estimé qu'il y avait 50 millions de créateurs de contenu dans le monde. Sur les 50 millions, il y en a 2 millions qui gagnent plus de 100 000 $ par an et 48 millions qui gagnent moins. Et pour être très conservateur, sur les 2 millions qui gagnent plus de 100 000 $ par an, ils ont dit les revenus moyens de ceux-là, c'est 100 000 $, donc le minimum. Et les 48 millions qui gagnent moins de 100 000 $ par an, ils se sont dit le revenu moyen, c'est 1 000 $. Ok? Donc ça fait, si je dis pas de conneries, normalement j'ai préparé les calculs, mais donc on a 2 millions fois 100 000 $, ça fait 200 milliards. Et 48 millions fois 1 000 $, ça fait 48 milliards. Et donc ils arrivent à un chiffre total de 248 milliards de dollars. Ok? Encore une fois, juste sur les revenus des créateurs de contenu. L'autre truc qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'ils prévoient une croissance donc, des créateurs de contenu et donc de cette manne de revenus de 15% par an. 15% par an, ça veut dire qu'en 5 ans, ça aura doublé. Donc encore une fois, l'étude a été faite en 2023 sur les chiffres de 2022. Donc c'est à dire que d'ici 2027, Goldman prévoit que ce marché va passer de 250 milliards à 500 milliards de dollars. Donc une fois que je vous ai dit ça, peut-être que vous comprenez pourquoi la Creator Economy, c'est le théâtre de la battle entre les plus grosses boîtes du monde. C'est d'ailleurs pour situer, c'est vrai que là, la vidéo qu'on regarde, elle date de 4 mois. Donc c'est quand même assez. Enfin, c'est pas vieux, je veux dire. Là, on est dans les 250 milliards et on a le À ce moment-là, potentiel. On a une le croissance de potentiel qui 15% arrive. par an. Ouais. Et c'est Ah ouais, pour clairement, il y ça, a encore justement, des trucs à faire. c'est ça ce qu'il dit. C'est on est C'est ça, on n'est après, pas au début, mais pas au tout c'est ça. Après, début. Mais... faut pas sous-estimer aussi les effets un peu pas de bulle, parce que c'est un peu connoté ce terme, mais on va dire de hype, tu vois. Un peu comme ce qui s'est passé sur le jeu vidéo. Est-ce qu'on voit qu'aujourd'hui, le jeu vidéo fait un petit pas, entre guillemets, en arrière, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré avec le Covid, parce qu'ils avaient des chiffres qui ont explosé. Mais en fait, le Covid, il est fini. Les gens, ils repartent tu vois, dans leur vie, quoi, normale, et ils ont plus autant de temps, en fait, à consacrer aux jeux vidéo, même s'ils voudraient, tu vois. Et Ouais. la Creator Economy, il y aura peut-être un peu un phénomène comme ça aussi, tu vois. Dans le sens où peut-être le côté hype va un peu s'estomper. Il y aura peut-être moins de gens qui vont interagir autour de ça. En tout cas, peut-être ça va faire envie à moins de gens. Et du coup, peut-être moins de gens qui vont s'intéresser un peu à ce milieu-là, etc. Il restera que ceux qui sont vraiment passionnés, qui étaient là au début, tu vois. Dans le sens où, par exemple, je pense que les gamers resteront ce genre de trucs, mais il y a peut-être des trucs un peu autour où ils passeront sur d'autres éléments, tu vois.
Ouais, va falloir C'est- voir. De toute façon, là, ce qu'il a l'air de décrire, c'est justement les enjeux. Tu vois, les grosses boîtes, c'est toujours la même chose. Tu as un marché qui monte en flèche. Ils se disent comment est-ce qu'on peut aller poser des billes dedans. Et Ouais, là, pour en fait, capitaliser, on est en plein dedans, quoi. clairement. Google à YouTube, Amazon à Twitch et Prime Video, Apple à Apple Podcast. Peut-être que vous dites oui, mais les podcasts c'est éclaté au sol. Les podcasts, le business bien, les du podcasts. podcast aux US, Ouais. c'est 2 milliards de dollars. Donc tous les revenus marketing des podcasteurs, c'est 2 milliards de dollars. Je vous ai mis des petites affiches là, par exemple Diary of a CEO, qui est un des plus gros podcasts aux US, Joe Rogan, ces gars-là, quand ils vendent une exclusivité à Spotify pour que leur contenu soit que sur Spotify par exemple, on estime que ça vaut entre 20 et 30 millions par an l'exclu. Donc voilà, on n'est pas du tout encore à ces chiffres-là en France, mais c'est important. C'est une industrie complètement à part entière de la créateur économie, le podcast. Donc Apple Podcast, Amazon j'en ai parlé, Google j'en ai parlé, qui j'oublie, Meta qui ont Instagram et Facebook, Spotify, voilà, toutes les plus grosses boîtes du monde sont sur ce secteur-là parce qu'elles ont compris que c'est un secteur qui est en pleine croissance et que c'est hyper important de se positionner dessus. Alors, comment les influenceurs, comment les créateurs de contenu gagnent leur argent? Il y a plein de manières de gagner de l'argent pour les Les créateurs OP, de contenu. Mais en fait, les subs. la revenus manière la publicitaires. principale pour la plupart des créateurs, selon l'étude, 70% des créateurs, la manière dont ils gagnent le plus d'argent, c'est ce qu'on appelle l'influencing. C'est-à-dire un partenariat entre un annonceur et un créateur de contenu. Et l'argent, en fait, ne passe pas par la plateforme. Ça, c'est important de le comprendre. Les autres manières de gagner de l'argent, les gros créateurs, forcément, c'est les revenus publicitaires. Les revenus publicitaires, par exemple, qu'il y a sur YouTube, sur Twitch. Donc ça, ce qu'on appelle les pré-rolls. En général, c'est 50-50 entre YouTube et le créateur de contenu là-dessus. Il n'y a que 7% des créateurs dont c'est le revenu majoritaire, ça. Et ensuite, il y a tous les side business, le merchandising, avoir son propre side business, c'est-à-dire créer une entreprise à côté et profiter de son influence pour faire fructifier son entreprise. Comme tu disais, la casse-dallerie, la marque de vêtements, tous les trucs comme ça. Mais ça, d'ailleurs, c'est un peu plus récent, hein, pour le coup. Il y a cette grande c'est mode qu'ils ont avec tous compris, les en restos fait, et les dark kitchen et tout. Ouais. Bah là, il y a un engouement particulièrement en ce moment sur le côté resto, depuis Ouais. quelques temps. Mais globalement, cette idée-là de créer un business, elle est arrivée un peu plus tard parce que je pense qu'il y a eu le côté de comprendre c'est quoi, dans quelle économie ils sont, le côté aussi peut-être éphémère, tu vois, de le côté quand tu as l'influence, etc. Ça dure peut-être pas toute la vie, tu sais pas. Tu vois. C'est surtout, tu vois, le Les fait choses, d'être dépendant de plateformes pour tes revenus. Et ça, Aussi. c'est toujours un truc qui fait peur, d'être dépendant d'une entité qui peut changer les règles du jeu, hein. Enfin, Ouais, voilà, Twitch et le clairement, demain, t'es 50-50 et le Squeezie. 70-30, Ouais. tout ça, on connaît, quoi. Ouais. T'es Squeezie, demain, YouTube, il ferme ta chaîne. Bon, je pense que tu vois, il y a des recours par rapport à ça, mais il ferme ta chaîne, ouais, d'un coup, il a un manque à gagner assez énorme. Bah si, il était dépendant que de ça. Bon, maintenant, Ouais, c'est ça. maintenant il s'est établi correctement parce qu'il a une vraie stratégie Exactement. On qui peut allait t'oublier, bien. tu Mais Les liens d'affiliation, par exemple, je vous propose un code promo pour un produit et en fait le discount que la marque est prête à faire, on va se le partager tous les deux. Vous avez 15% de discount et moi je gagne peut-être 5-10% sur chacun des achats que vous faites. Donc voilà un peu tous les moyens de gagner de l'argent pour les créateurs de contenu. Du coup, une fois que vous captez ça, je peux un peu débunker le mythe que dans la créateur économie, c'est les plateformes qui se gavent et les créateurs qui se font douiller. En fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça en réalité. Si on prend l'exemple de Twitch, c'est une plateforme qui est méga challengée. Héberger du contenu en live, ça coûte plusieurs milliards. Ok. À côté de ça, Amazon, il y a eu des cost-cutting importants. Donc, c'est des vendeurs Amazon qui ont récupéré l'espace publicitaire de Twitch, qui ne savent pas forcément comment ça marche, qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Donc, c'est pour ça que vous voyez Twitch, il y a Kik qui est arrivé en face, qui n'arrête pas de les provoquer, il n'y a pas vraiment de réaction. Il y a YouTube qui s'est positionné sur le live, c'est-à-dire vraiment le terrain de Twitch. Ils n'ont pas vraiment réagi. Donc, ouais, leur business model est vraiment challengé à Twitch. Et ils essayent de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut profiter de cette manne financière, de l'influencing, qui passe directement, encore une fois, des annonceurs aux créateurs de contenu. Il y a un an, il y a eu un méga bad buzz sur Twitch, je ne sais pas si vous avez suivi. Twitch a annoncé, ok, on va empêcher les créateurs de faire ça, c'est-à-dire de faire des placements de produits, de l'influencing sur la plateforme. Énorme levée de bouclier des créateurs de contenu parce que, comme je vous l'ai dit, c'est là qu'ils gagnent la majeure partie de leur oseille. Moi, pour vous donner les chiffres en toute transparence de mon côté, alors moi je suis ce qu'on appelle un micro-influenceur, c'est-à-dire que j'ai entre 10 000 et 100 000 abonnés en gros. Je dis moi, mais bien sûr on a une boîte, il y a mon associé qui est quelque part, je sais pas où il est. Et on a un monteur, un graphiste, on bosse avec une c'est agence. professionnalisé comme il faut et tout. ouais. Ouais.
Non, il a raison de s'être bien entouré, mais je sais pas à partir de quand Ouais, il a bah step up comme ça, tu vois. clairement pour son cas à lui, je sais Est-ce qu'il a pas trop. démarré avec son associé, tu sais, dès le début avec ses streams League of Legends ou est-ce que Ouais, je c'est pense arrivé pas. plus C'est vrai tard? que ce serait intéressant à savoir. Si Ouais, au pire tu passes par là, Jocarise et mets un petit commentaire. c'est ça. C'est ça, mais même lui au final, mais en tant que micro-influenceur, après je pense qu'il fait des bons chiffres pour un micro-influenceur. Ouais, Ouais, il a une agence qui l'accompagne, etc. Et je pense qu'ils doivent l'aider. Et je pense qu'ils doivent l'aider uniquement sur la partie commerciale, la partie stratégie, etc. Je pense qu'il doit le faire quand même lui-même, mais ouais, ouais, il a dû ouais. apprendre et tout, tu vois. Bon, je pense que c'est ouais. Enfin, en regardant un peu sa chaîne YouTube avant, on essayait de décrypter, d'ailleurs avant de commencer, on se disait, bah, de toute façon, ça se voit un peu dans sa chaîne YouTube comment il a amené le truc, qu'il a test and learn, essayé de comprendre comment maximiser les vues, tester différents types de miniatures, par exemple, de Mhm. description de ce genre de truc. Donc, au niveau de Exactement. sa stratégie, je pense que il a été au point lui-même, dans tous les cas, Même un peu jusqu'à tout trouver seul. son positionnement, en fait. Dans le Hmm. sens, il a commencé avec un positionnement qu'il a choisi de lui-même, tu vois, à l'avance. Il a Ouais, testé un peu comme ça, il a essayé d'optimiser, il a compris comment ça marche l'optimisation et tout, et puis il a décalé petit à petit son positionnement, tout en réappliquant ce qu'il a appris euh, ouais, ouais. Sur au début, tu vois. c'est ça, sur son Et arc League of Legends c'est ça, du début, quoi. c'est ça. Et puis après, il a trouvé vraiment son contenu, son type de positionnement Grave. parfait et tout. Voilà, c'est pas parce qu'on est un puant qui joue à League of Legends que on n'a pas d'avenir professionnel. Ouais. C'est ce que faut se dire. Bah, surtout lui, c'est la preuve ultime, Ouais. quoi. Bon, il a eu avant, il a Vice-président eu de l'Attaque, l'avenir c'est ça. professionnel avant, la période puante League of Legends, et maintenant c'est bon. Hein, c'est ça. Après, ce qu'il Euh, expliquait, c'est qu'il jouait plus jeune aussi, tu vois. Ouais. Enfin, il n'est pas arrivé sur League of Legends Oui, en oui, oui. sortant de Gold Massacre, tu vois. C'est déjà un gros geek. Et c'est juste qu'il a dû, forcément, il avait moins le temps pour se consacrer à son côté geek quand il travaillait, quoi. Carrément. Ce qui est assez normal. une boîte de prod qui sont en train de prendre des images aussi. Le chiffre d'affaires de la boîte, c'est 300K cette année. Enfin, on espère, on est en bonne passe pour réaliser les 300K de CA. Les revenus qu'on fait sur les plateformes, c'est entre 1500 et 2000 euros par mois, je crois. Donc voilà, c'est une toute petite partie. Donc ça fait, mettons, 20K sur l'année, 25K sur 300K. Ça fait un peu moins de 10%. Voilà. Donc ensuite, maintenant que je vous ai parlé de ça, je vous ai dit donc le truc le plus important dans la creator economy, là où il y a le plus d'argent, c'est l'influencing, les placements de produits. Donc je voudrais faire un peu un focus là-dessus. Alors, c'est un truc hyper paradoxal en fait, parce que ce qui a marché pour la creator economy, ce qui a fait son émergence, c'est l'authenticité. Ok, et du coup, les marques veulent se positionner sur l'influencing, c'est-à-dire elles veulent que les créateurs de contenu fassent des placements de produits. Donc on voit tout de suite qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire comment j'arrive à rester authentique et à placer un produit, placer une marque. Ok, je vais vous parler d'un bad buzz que j'ai fait récemment. J'ai fait un placement de produit avec une marque qui s'appelle Trade Republic. Trade Republic, c'est quoi? C'est une néobanque qui vendent principalement ce qu'on appelle des trackers, c'est-à-dire des ETF sur le CAC 40, l'Eurostox. Ces trackers-là, si vous voulez, les marges que prennent les sociétés qui gèrent les trackers, c'est à peu près 0,20%. Moi, j'ai passé toute ma vie à vendre des produits de merde qui sont margés 12%. Donc, le produit Trade Republic, j'y croyais à fond. C'est marrant, tu vois, là, comment. Là, il est sur sa spécialité, là, d'un Il est coup. sur, ouais, mais il est sur sa spécialité, qui dénigre un petit peu, mais du coup, il a fait partenariat avec Trade Republic C'est ça. quand Pour le même. coup, je n'ai pas suivi ce bad buzz, mais Ouais, moi ouais, non plus, ouais. intéressant de voir comment, qu'est-ce qui a dû se passer. Ouais, mais c'est marrant Parce comme que il le j'avoue, vendre présente. des produits financiers comme ça, parce qu'en plus, sa commu, ce qu'on disait, c'est que la majorité de sa commu, quand même, sont là où il est apprécié, le côté parasocial, il est plutôt vers le mode des gamers, du jeu vidéo, tu vois, en tout cas, des Ouais, trucs un peu ouais. liés à la culture populaire, tu vois, ce qu'on voyait sur les chiffres de sa chaîne, tu vois. Donc forcément, ces mecs-là, dès que tu leur parles de tous les trucs déjà un peu scammy, ils sont au Ouais, ouais, courant, tu vois. ouais. Et dès que tu leur parles de trucs un peu financiers comme ça, où, tu sais, souvent, il y a un peu ce truc-là parce qu'il y a beaucoup de gens, pas lui, tu vois, mais qui font croire que, en gros, c'est facile, tu vois. Genre, lui, il a dû faire une prépa et tout. Enfin, il sait à quel point c'est difficile la finance. Tu vois ce que je veux dire. Il a travaillé 7 ans dans une banque d'investissement, enfin, une banque d'affaires. Ouais. Il a fait prépa avant, il a fait une bête d'école de commerce, tu vois ce que je veux dire. Oui, et Il s'est puis, donné par rapport à ça, tu vois. Et donc, ces trucs-là de vente, machin, on essaie de faire croire que tout le monde peut faire ça demain, tu vois ce que je veux dire. ouais, Et c'est pas possible. Les gens, ils ont un ouais. niveau, je sais pas, lycée, collège en mathématiques. Tu peux pas arriver comme ça et tout comprendre. Enfin, tu vois. Il y a des gens, c'est des brutes comme ça. Et eux-mêmes, tu vois, ils ont pas des taux de réussite de fou. Donc, Ouais. Je sais pas que c'était il y a combien de temps. Il va peut-être le raconter, on va écouter l'histoire, mais c'est vrai que les gamers sont au courant quand même. c'est C'est ça. plus qu'une autre partie de la population, je pense. Parce que quand tu es à l'aise dans Internet, tu as quand même beaucoup plus
alertes, des infos et enfin, tu connais un peu plus de choses, quoi. Ouais, c'est ça, plus d'ancienneté. T'as accès à l'info plus facilement quand t'es à l'aise avec Internet. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé les voir, c'était une démarche qui venait de ma part, et j'ai demandé au directeur Europe de Trade Republic, Mathias Bacchino, de passer sur ma chaîne. Moi, je fais des interviews de 2h30. Et j'ai respecté la ligne éditoriale de ma chaîne, c'est-à-dire interviewer le gars de manière très authentique sur son parcours, sa carrière, tout ça. Méga bad buzz de la commu qui m'a dit ok Jokaris c'est bon t'es devenu un vendu La classique. voilà t'as fait ce truc là juste pour gagner de l'argent dessus. En fait Alors, moi de oui. mon point de vue comme chaque euro que je gagne via de l'influencing je suis obligé d'être très transparent dessus avec ma communauté, je me disais ma communauté va comprendre que si je fais ce placement de produit c'est que je crois de ouf en la marque que je place. Et ce que m'a répondu ma communauté, et je pense que j'avais tort et ils ont raison, c'est qu'ils m'ont dit bah non, il y a un principe de déontologie un peu de base, c'est que tu peux pas inviter un gars qui parle dans la vidéo, qui est aussi le sponsor de la vidéo. C'est-à-dire que le gars est en fait juge et partie de la vidéo. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, je suis vraiment pas un expert du sujet et j'apprends de mes erreurs, mais ce que je me dis c'est que pour mes prochains partenariats, je pense qu'il faut que ça soit un truc tripartite et que j'interviewe quelqu'un et que je fasse à un moment arriver le sponsor de manière smooth pour que ça soit crédible et pour que toute l'interview soit crédible. Ok, quatrième point dont je voulais vous parler. D'ailleurs, c'était intéressant, ça, ces histoires de comment intégrer les partenariats, surtout avec la mode un peu du fit and fun, quand tu vois, t'as d'autres créateurs de contenu qui viennent sur ta chaîne et tout. Ouais, les collaborations entre créateurs, mais ça c'est organisé en amont, etc. Même au niveau des agences et tout, hein, faut pas croire. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais, souvent les gens ils s'apprécient quand même derrière, hein. Les créateurs ils vont pas non plus faire des trucs comme ça. J'espère en tout cas. Avec des gens qu'ils aiment pas en tout cas. Enfin, j'imagine que ça doit arriver aussi, tu vois. Mais je pense que c'est une minorité. La majorité ils sont vraiment, ils s'apprécient à minima quoi. Bah ouais. Mais l'authenticité, on a dit. Il y a quand même une notion en fait quoi qu'il arrive d'organisation parfois au niveau des agences parce que les mecs ils sont overbookés, tu vois. Il faut leur trouver un créneau d'une demi-journée dans 3 semaines, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi ça, tu vois. C'est que les mecs ils ont chacun leur programme, du coup trouver des moments, tu vois, si t'es pas exactement sur la même niche et tout, c'est peut-être compliqué de se croiser quoi. Non mais c'est clair, faut pas croire, c'est une vraie science d'arriver à créer des partenariats commerciaux efficaces d'ailleurs, autant pour la marque que pour le créateur de contenu, et que ça soit bien pris et que ça apporte de la vraie valeur et un vrai retour à la marque comme au créateur derrière. Avec les marques, en fait, c'est surtout les concepts, quoi. C'est à quel point tu arrives à intégrer le produit dans une activité qui a du sens, en fait, par rapport au contenu que crée le créateur de base, tu vois. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas évident. Il y a des vrais gens très forts pour faire ça et d'autres moins, quoi. Mais en plus, il y a plein d'intérêts qui viennent en conflit, tu vois. Il y a un peu cette notion-là assez basique de le créateur, il aimerait sa liberté et la marque lui impose des trucs. Et je pense qu'une agence, c'est bien là-dessus. Non, un agent, en fait, à minima, c'est bien là-dessus pour protéger le créateur d'un côté et en même temps essayer de négocier avec la marque au maximum pour voir ce qu'il est possible de faire, tu vois. Et qu'elle soit satisfaite aussi, au final, parce que le but, c'est d'avoir des bonnes relations avec ses partenaires, tu vois. Ouais, mais pour le coup, c'est un vrai enfer à faire ça quand c'est pas ton métier de base. Tu vois, quand j'en avais géré pas mal, justement, quand j'étais du côté moi de la marque, que je bossais chez Skult, tu vois, où on payait des créateurs de contenu, on essayait de respecter, en tout cas de leur donner un maximum de liberté, sauf que des fois, j'avoue que le créateur, en fait, s'il n'est pas bien accompagné, en fait, même lui ne sait pas comment... tu vois, faire ça bien, faire ça bien pour qu'en fait la marque soit contente et s'y retrouve. Parce que si la marque s'y retrouve pas, en fait, ça marche pas. Quoi. Tout le monde doit arriver à s'y retrouver. Mais c'est pas évident de trouver cet équilibre-là. C'est un métier, Clairement. On a beaucoup parlé de business. Il y a un truc qui est très important dont tout le monde parle dans la créateur économie, c'est les algorithmes. Okay, il y a un peu tout un fantasme autour des algorithmes qui évoluent tout le temps, qui sont hyper compliqués et tout ça. Ah, j'avoue, j'espère qu'il va dire ce que je pense. Qu'il pense un peu comme moi là-dessus. On va voir. Je spoil pas. En réalité, je vais vous dire un secret de Polichinelle. Les algorithmes, c'est à peu près le même sur toutes les plateformes et il y a à peu près qu'une métrique qui regarde. Okay, je vulgarise. Je fais comme si on faisait une analyse en composantes principales. Moi, je dirais deux. Il y a un facteur qui explique 80% de ce qui se passe, quoi. Ce facteur-là, ce qu'il regarde, c'est l'average watch time duration, la AWD, okay, le temps moyen passé sur un contenu. Une fois que vous avez compris ça, le truc qui m'a pris beaucoup de temps à capter, alors qu'il est tout simple, c'est le funnel d'attention.
C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de YouTube. Vous êtes en train de scroller sur votre téléphone sur YouTube. La première étape de mon funnel d'attention, c'est la miniature. Ok, je suis en train de scroller, il y a une miniature, ok, qui me hook. Je regarde, je me dis, ok, c'est qui ce connard, je connais pas, ok, je clique dessus. Par exemple, moi, je me suis beaucoup demandé, est-ce qu'il fallait que je mette ma gueule sur mes miniatures, ou est-ce que le fait de mettre ma tête sur la miniature, bah, ça a repoussé les gens parce qu'ils se disent, ah bah c'est une tête d'un gars que je connais pas, donc je clique pas. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle d'A/B testing pour tester plein de miniatures différentes. Première étape du funnel. Ensuite, deuxième étape sur laquelle j'ai énormément bossé et qui m'a permis de faire vraiment décoller ma chaîne, c'est une fois que vous avez cliqué sur la miniature, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, ok, je lui donne, allez, 1 minute au gars pour voir s'il va me faire un contenu intéressant. Sans que je vous en parlerai un peu à la fin du contenu que je produis, moi, c'est des vidéos de 2h30. Donc il faut vraiment se les coltiner. Donc en fait, ce que je fais, c'est que pendant ma première Je crois qu'on le connaît, le gars en blanc, non? minute de Non, vidéo, c'est pas non, ça Hugo? me dit je vais rien. vous faire un peu une promesse de vente de ok, si tu restes Non. 2h30 Ah avec non, moi, mec. Putain, il ressemble de on va ouf. passer ça, Putain, merde. Ouais, il a pas la casquette rouge, mais. ça et ça, Je croyais. et tu vas apprendre plein de trucs. Ah, peut-être pas en fait. À pas partir du du tout, moment où je j'ai crois. réussi à bosser sur ma première minute de vidéo, les stats ont vraiment explosé. C'est-à-dire que la durée moyenne du coup a vraiment monté. Du coup, comme la durée moyenne monte, bah, YouTube, qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment la miniature à plus de gens, ça arrive dans le feed de plus de personnes, et du coup, mécaniquement, je fais beaucoup plus de vues. Putain, un jour, on fera des efforts aussi pour soigner les intros et que dans la première minute. Non, mais c'est un ce taf, nous, soit- ça on va. travaille zéro notre production, etc. On Oui, y va, oui. on fait ça, entre guillemets, comme ça vient. Mais ouais, clairement, si tu veux passer le next step, il faut organiser tes 20 premières secondes, 30 premières secondes pour qu'elles soient accrocheuses. Tes miniatures, qu'elles soient, justement, faire plein d'A/B testing. Encore une fois, on reparle du côté Oui, empirique. oui, oui. Il y a un côté, on peut penser que ça ou ça c'est mieux. En fait, bah, teste et regarde les résultats et tu auras statistiquement celle qui fonctionne le mieux pour embarquer. Ouais, Avec, carrément. Mais du coup, ouais, pour revenir à ce que je disais, j'espère qu'il va le dire. Je pense que c'est un peu du coup aussi ce qu'il dit. C'était, il y a cette espèce de fantasme de dire, ouais, putain, si je connais pas l'algorithme à la perfection, je connais pas tous les petits trucs et astuces, j'arriverai pas à percer. Et du coup, le seul truc qui me fera percer, c'est de connaître, tu vois, tous les petits trucs et astuces. Et ce qu'il faut poster à 18h17 le jeudi après-midi plus que le matin ou j'en sais rien, tu vois. En fait, la réalité, c'est là où je suis. J'espérais qu'il dise ça, tu vois. C'est en fait, on s'en branle de tous ces trucs-là. Juste le but, c'est de faire du contenu intéressant pour une cible, pour que la seule métrique qui soit optimisable, c'est-à-dire globalement un peu le taux de clic et le watch time, bah, s'optimise. Et en fait, c'est seulement ça. Et que poster le matin, l'après-midi, le week-end ou au milieu de la nuit, tous ces petits trucs-là, je prends ça comme exemple. Mais en réalité, on s'en fout, quoi. Après, ouais, c'est ça, en fait, c'est des petits leviers qui vont te permettre d'optimiser. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant à utiliser, surtout au début, en fait, quand ton nom de créateur est pas connu. Une fois que ton nom est connu, les mecs, ils en ont plus rien à foutre de tout ça. Oui. En fait, c'est ça. Mais Ouais, oui, oui. je pense qu'il y a quelques petits leviers au début. Et encore, tu peux pas, en fait, faire reposer une chaîne ou un contenu sur ça. C'est pas Non, possible. les petits trucs et astuces, C'est ça. c'est pas ce qui va faire la réussite des Et tu vois, lui, choses. ce qu'il disait même sur le côté, par rapport à ce qu'on a fait un peu analyser sa chaîne, tu vois, il y a le côté, certes, les miniatures qui deviennent de meilleure qualité, le travail du début de vidéo pour augmenter un peu le watch time, etc., et convaincre les personnes très vite. Certes, mais il y a aussi cette notion de positionnement, tu vois. Ah oui, s'il Ce a un qu'on disait, c'est positionnement que nul et que ça intéresse personne dans tous les cas, bon bah ça intéressera personne c'est ça, dans c'est tous les quand cas, il quoi. faisait les chiffres qu'il fait entre du contenu League of Legends, même s'il appliquait toutes les règles qu'il connaît, tu vois, sur une League of miniature de Legends. qualité, voilà, machin, sur un contenu full League of Legends, il fera jamais les mêmes stats que quand il parle de ce pourquoi il est reconnu, entre guillemets, sur ce côté de comment il est passé de VP chez Goldman Sachs à gamer, streamer, tu vois, ce que je veux dire. Et après derrière, bah, à chaque fois qu'il parle un peu de ce qu'il connaît vraiment, c'est-à-dire son métier dans la finance, tu vois, et que ça intéresse beaucoup la population autour du gaming, Ouais, qui est potentiellement dans ce qui ciblait à la base, tu vois. Parce carrément. que justement, sa communauté, ça reste majoritairement des gens peut-être qui ont l'habitude de regarder du League of Legends ou des streamers gaming à côté, tu vois, mais qui s'intéressent quand même à ce monde-là parce que le monde de la finance, du travail, etc., ça touche tout le monde, quoi. Ouais. Étape 1, trouver son positionnement. Étape 2, se concentrer sur améliorer les métriques qui comptent vraiment. Étape 3, allez, peut-être les petits trucs et astuces pour optimiser derrière, quoi. C'est ça, si tu as besoin de chiffres parce que en gros, t'as coché toutes les cases avant et ça arrive toujours pas à décoller, là tu peux te poser des questions de trucs comme ça. Ouais.
Ensuite, l'étape d'après dans le funnel d'attention, donc plus on avance dans le funnel d'attention, plus on est en train de gagner la confiance du viewer qui se dit ok, ce gars me bullshit pas trop, il y a quand même du contenu intéressant, ok, je vais rester un peu plus de temps. Donc plus on avance, plus c'est facile en gros de le garder avec nous. Et ensuite, c'est des trucs vieux comme le monde. Par exemple, les médias qui sont quand même encore beaucoup plus professionnels que les créateurs de contenu le savent très bien. Je ne sais pas si vous regardez la Star Academy, Nico Sayagas, il fait ça tout le temps. Pendant son émission, il y a des hooks tout le temps pour vous garder avec lui, quoi. Il est là, il est en mode ok Magali, t'es avec les candidats dans le bus, ok. Alors dans un instant Magali, on revient avec toi, on revient avec Magali dans 10 minutes, mais tout de suite on est avec Maître Gims qui va nous raconter ce qu'il a fait. Ça se passe comme ça. Donc il y a plein de hooks successifs et ça, moi j'essaye de faire ça le plus possible dans mon contenu. Donc voilà, comprendre ce funnel d'attention, peut-être que ça vous paraît très simple, mais je vous promets que c'est la même chose sur toutes les plateformes. Par exemple, sur LinkedIn, il y avait un mythe il y a quelques années que ah ouais, LinkedIn c'est compliqué parce que il faut que j'arrive à faire un contenu où les gens sont à l'aise de liker ce que les autres vont voir qu'ils like. Okay, par exemple, si je fais un post sur les managers hyper toxiques c'est relou, les gens vont pas oser le liker parce que leur manager hyper toxique va se rendre compte qu'il a liké ce post-là. La réalité, c'est que moi j'ai fait... le paraître sur LinkedIn, c'est... Ah, c'est terrible. C'est tout un peu justement ce monde très contrôlé du corporate version réseau social. Tu vois. Exactement. C'est ça, en fait, il faut aller faire des dingueries sur LinkedIn et tu perces, quoi. C'est ça, mais je pense qu'il faudrait plus de comptes anonymes en fait sur LinkedIn de mecs qui font des dingueries. Ouais. Tu vois, en gros, qui n'hésitent pas quand même à s'exprimer plus largement et tout. Je pense que ça détendrait le réseau de fou. Tu vois. Parce que c'est vrai qu'en gros, il y a ta famille, il y a même tes collègues, mais d'anciens, tu vois, par exemple, moi, à la base, j'étais dans l'informatique, j'ai tous mes collègues aussi de mes boîtes d'infos, etc., machin. Donc, il y a des trucs, même si c'est des trucs que je pourrais forcément, peut-être sur YouTube le dire, sur LinkedIn, je le dirais pas pareil parce que je sais que je vais pas être regardé pareil, quoi. Moi, je t'avoue, je m'en branle pareil. Tu vois, t'as pas eu ce truc-là, tu vois. J'ai plein de gens d'avant, tu vois, quand j'étais dans la physique, tu vois, dans les énergies et tout ça. Que du coup on n'a rien à foutre de ce que je raconte maintenant, mais bon, ils sont là, peut-être qu'ils voient des trucs encore, mais bon. Ouais, c'est ça, je pense. Après, bon, t'as quand même un minimum contrôlé, quoi, tu vois ce que je veux dire, dans le sens, tu sais que c'est ton image un peu professionnelle, il y a des trucs que tu vas peut-être pas dire pareil ou quoi. Non, c'est vrai. Je fais pas mal d'A/B testing sur LinkedIn, ça marche pas comme ça. Par exemple, récemment, j'ai fait un post où j'ai pas mal trashé les banques, donc il n'y avait pas beaucoup de likes sur le post. Par contre, le post il a cartonné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de banquiers qui ont regardé mon post, ils sont bien gardés de liker, mais ils se sont dit putain, qu'est-ce qu'il raconte encore ce connard ? Donc, si vous arrivez à... C'est encore le watch time, c'est vrai, ça. Concentrez-vous beaucoup plus sur le temps d'attention qu'on est capable de générer que sur les espèces de vanity métriques, tu vois, les likes. Les choses comme ça, quoi. C'était ça sur LinkedIn qui disait genre en gros l'activation est un peu considéré, rien que le fait de cliquer sur voir plus sur un post, ça compte déjà comme un engagement premier avec le post. Donc, c'est vrai que techniquement, je sais pas, par exemple, tu vois, dans le fil d'actualité comme ça, comment ils mesurent du coup, tu sais, le temps. Ils peuvent en fait savoir, genre, tu sais, quand tu scrolles et combien de temps tu passes, genre, avec le post au milieu de ton écran. Ah ouais, clairement, ils mesurent ça. Clairement, ils mesurent ça. Ouais, et même Facebook et tout ça, ils le font clairement, tu vois. Le mesurer sur une vidéo, c'est évident, tu vois, mais sur une vidéo, c'est plus facile, même parce que là, il y a plusieurs posts qui peuvent se chevaucher. Mais en gros, sur LinkedIn, je crois, il y a ce côté-là il y a ce qui passe sur le fil, mais en fait, à partir du moment où tu cliques sur voir plus, il sait qu'il y a un engagement premier en fait entre toi et le post, tu vois. Et après, je pense que tant que tu restes en gros avec le post affiché sur l'écran, il considère que t'es dessus, tu vois. Donc, après, c'est là où c'est par exemple pour ça que le carrousel il cartonne tant, parce qu'en fait, t'as même pas besoin de cliquer sur voir plus et tout, juste tu cliques sur la petite flèche et ça doit être un truc qui pèse justement dans l'algo. Bien sûr. Genre moi, tu commences à cliquer sur la petite flèche pour voir les autres slides du carrousel. C'est ça. Gardez les gens hook sur votre contenu. Quelle que soit la plateforme, c'est ce que veut la plateforme. La plateforme, ils veulent quoi ? Netflix, c'est le nerf de la guerre. La concurrence, c'est le sommeil des gens, quoi. Ils veulent que vous restiez sur la plateforme le plus longtemps. Je fais pas, d'ailleurs, petite digression, j'ai pas prévu dans cette conférence. J'ai pas fait de trucs sur tous les problèmes que ça peut générer pour la santé mentale et tout ça. Il y en a bien sûr. Malheureusement, c'est pas dans la conf, donc ça peut-être ça va vous paraître un peu one-sided, mais bien sûr il y en a. Bien sûr il y a des déboires et voilà, il faut utiliser la création de contenu de la bonne manière. Mais je pense vraiment pas qu'il faut être dans l'approche où il y a plein de personnes qui sont comme ça, qui balayent le truc d'un revers de main en mode c'est des trucs complètement débiles, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est le nouveau média, c'est là, ça arrive de plus en plus fort. Les jeunes ont adopté cette technologie, ça se décale d'année en année, non seulement parce que les jeunes vieillissent, mais aussi parce que les générations d'au-dessus l'adoptent. Donc voilà, il faut se dire ce truc-là est là, qu'est-ce qu'on en fait pour adopter au mieux ce truc-là. Ok, pour le moment je suis dans les temps.
Ensuite, voilà, je voulais vous parler un peu, maintenant qu'on a compris le funnel d'attention, de ce qui, selon moi, arrive comme nouvelle tendance dans la creator economy. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années? Je pense que J'aime trop à chaque fois les gens qui font le petit coup de la boule de cristal et tout. C'est trop bien. Après, c'est un insider, techniquement. Il a Ouais, plus ouais. Non, mais bien d'éléments de sûr. réponse que, que des Non, gens mais moi, je dis, je, extérieurs. dis, je dis pas ça en mode ouais, c'est bullshit à chaque fois que les gens le font et tout. Mais c'est trop Après, bien. son escompte, hein, quand même. Ouais, mais bon, c'est le petit jeu et tout. Le game. Et justement, c'est des fois, tu dis, ok, je le crois quand lui va me le dire, je vais aller à fond là-dedans et ça va trop bien marcher. Et tu vas dire, ah putain, meilleur call de la vie. Ouais, ce mec-là, il a tout prévu. Ouais, grave. Après, ça peut créer un FOMO aussi, quoi. Ouais. C'est ça qui est ce qui est dangereux. intéressant, c'est de comprendre que la creator economy, en fait, ça concerne plus uniquement les créateurs de contenu et tout l'écosystème autour dont j'ai parlé, des plateformes, des agences, des boîtes de prod, des monteurs, des graphistes. Aujourd'hui, en fait, le premier cercle au-dessus des créateurs de contenu qui s'est mis à adopter la creator economy, c'est les entrepreneurs. Ok, les entrepreneurs, ils sont mis à faire ce qu'on appelle du personal branding et ils se sont dit, bah, je vais appliquer les codes de la creator economy, donc je vais créer du contenu à forte valeur ajoutée complètement gratuitement pour réussir à capter l'attention des gens. Cette attention, c'est l'or digital du 21e siècle et cette attention, je vais la convertir en lead pour mon business. C'est pour ça que je vous ai mis le poteau Théo Lyon. Théo Lyon, il a une boîte qui s'appelle Kudak, il fait 5 millions de chiffre d'affaires et il explique que sur ces 5 millions de chiffre d'affaires, il dépense 400K chaque année en création de contenu. Donc ça lui réduit fortement sa marge, mais ça lui génère tellement de leads que pour lui c'est important. Il est influenceur niche, influenceur B2B, mais il s'y retrouve complètement en faisant ça. Donc ça c'est le premier cercle, c'est le personal branding, c'est les entrepreneurs qui sont devenus créateurs de contenu. Ça, c'est fort. Bah, c'est un peu finalement ce qu'on fait. Hein. Ouais, On d'une certaine manière. C'est ça. Après, Ouais, là, c'est ouais. fait de manière beaucoup plus hardcore sur LinkedIn et Oui, tout, oui, notamment. oui. Théo Lyon, clairement, lui, il Ah a fait bah, ça super bien, quoi. ouais, il a masterisé le Mm. truc. Mais c'est ça, enfin, autant toi que moi, si on discute et qu'on fait des vidéos sur Internet, ou si moi je poste sur LinkedIn ou sur Twitter ou peu importe, notre but c'est pas de devenir influenceur ou créateur de contenu. En fait, c'est Ouais, c'est juste plus de parler de nos expertises. exactement parler de nos expertises. Nous, comme on disait, tu vois, on fait ça une fois par semaine, toi et moi, parce qu'on sait que l'échange ou ce qu'on va regarder. Bah, en fait, ça va nous servir à tous les deux pour nos business respectifs, plus que on apporte d'attention à notre vidéo va faire des millions de vues et on va gagner des revenus publicitaires ou on va pouvoir choper des partenariats, quoi, Ouais, monétiser et tout, ouais, non. C'est pas le but, en effet. carrément. Et moi aujourd'hui, je vois encore un élargissement à ça. C'est en fait les grandes entreprises qui se sont dit, par exemple Société Générale. On ne s'attache pas à Société Générale. Les gens ne s'attachent pas à une entreprise. Par contre, les gens s'attachent à un humain. Ok, donc ils se sont dit, ok, ce qu'il faut qu'on fasse pour faire du marketing, c'est en fait avoir une égérie en interne qui incarne la marque. Donc qui fasse du personal branding, mais à l'échelle d'une grosse boîte. Aujourd'hui, j'ai énormément de grosses boîtes qui me sollicitent pour leur faire des conférences sur le personal branding. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir une armée d'une 50aine d'ambassadeurs qui va incarner sur leur réseau les valeurs de l'entreprise. Mais Ouais, pas en c'est mode puissant, bullshit, ça. ouais, ce qui est top à Société Générale, c'est ci, c'est ça et tout ça. Vraiment en parlant d'eux, de leur vie et tout ça. Et by the way, on voit sur leur profil qu'ils sont à Société Générale et du coup, ça fait de la pub pour Société Générale. Donc, le personal branding va encore s'éloigner. Et donc, en fait, c'est marrant. C'est-à-dire que les entrepreneurs ou des gros dirigeants de boîte deviennent eux-mêmes des créateurs de contenu, créent du contenu avec forte valeur ajoutée pour capter votre attention et pour faire de la pub derrière sur leur entreprise. C'est bien cette technique des Avengers. Ça, c'est intéressant, mais je pense qu'il y a des trucs à masteriser, parce que je suis pas totalement d'accord avec lui, en tout cas, sur Ah ouais? peut-être l'idée de base de, en gros, une boîte, on peut pas s'attacher avec. Ça, c'est. Moi, je trouve que c'est pas vrai, en fait, dans le Non, mais sens ça où. dépend lesquels. C'est ça, Société genre tu prends Générale Nike, moins, tu prends Nike, oui, Adidas, voilà, tu prends des ça. trucs comme ça, il y a des gens, ils aiment, tu vois, la marque, dans le sens, tu leur dis un truc, ou bien même des marques de luxe pour certaines personnes. En fait, tout le monde va avoir certaines marques où cette marque-là, genre, c'est les bros, tu vois ce que je veux dire? C'est la famille, tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a même des grosses marques où ces mecs-là, enfin, tu vois, la marque, on a rien à foutre de toi, hein, tu vois ce que je veux dire? T'es un numéro client, tu vois. Mais toi, tu considères que c'est les bros pour toi, tu vois. Moi, par exemple, à mon échelle, par exemple, plus jeune, c'était peut-être genre les marques de skate, tu vois. Les marques Ouais. tu vois, d'habits de skate, Globe, tu vois, DC Shoes, ce genre de trucs, tu vois. C'était des marques que j'apprécie beaucoup plus que d'autres marques, etc. Mais je pense qu'il y a une histoire d'image et parfois il y a un côté humain qui vient se positionner devant quand même pour un peu augmenter tout ça, mais t'as pas forcément besoin, tu vois. Je
pense. En fait, il y a un côté, il faut faire gaffe à son image, et ça, justement, c'est-à-dire que si les mecs comptent sur la créateur économie, le fait d'avoir des influenceurs pour que ça passe mieux le moment où on découvre qu'en fait, ils ont des usines en Chine où ils sous-payent des mecs, machin, tout ça, dans le sens des casseroles, en gros, des casseroles qui sont découvertes sur ces marques-là, c'est pas le fait d'avoir des influenceurs qui vont changer le fait que les gens ont plus confiance dans la marque, ce genre de truc, Oui, tu oui, vois. oui. En fait, je trouve que en fait, c'est possible à l'échelle de la marque, mais il faut juste qu'elle commence à faire les bonnes choses, en fait, qu'elle commence à respecter leurs engagements, à, tu vois, avoir des vraies valeurs, en fait, et à les porter vraiment, tu vois, et pas à juste dire, ouais, on va faire du greenwashing, et en fait, derrière, aller prendre de l'huile de palme en masse, ce genre de truc, tu vois. Enfin, en gros, en fait, elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Tu peux avoir une image de marque complètement carrée, parfaite, où les gens ils s'identifient à cette marque, ils l'adorent et tout, mais pour ça, il faut jouer le jeu de manière carrée aussi, quoi. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de marques qui veulent profiter du côté tu vois, bienveillance de la communauté, mais en même temps pas faire les choses correctement, tu vois. Et ça, c'est un peu c'est pour ça que pour moi, je suis pas d'accord avec cette vision-là de non, une marque, elle peut avoir ce côté d'attachement et tout. Il faut juste qu'elle fasse les choses bien, tu vois. Et même, il y a certaines marques, en fait, tellement elles sont connues que même quand elles font des choses mal, les gens, tu vois, ils s'en Ouais, foutent. ils sont en mode, Tu vois, ouais, c'est pas grave. c'est ça, quand tu leur expliques que Nike, en fait, leurs chaussures, ils sont faits à tels endroits, machin, mais il y a plein de gens, ils sont là, moi, je veux pas savoir, tu vois. Je m'en fous, je veux juste ma paire de Nike, laisse-moi tranquille, tu vois ce que c'est un peu ça, tu vois. Et par exemple, t'as Netflix, je prends Netflix sur Twitter, tu vois, avec leur CM en français, etc. En fait, il y a une vraie personnalité autour du compte Netflix, tu vois. Et pourtant, il y a pas d'humain, on voit jamais la tête du CM, on sait qu'il y a un CM derrière, on n'est pas bête, tu vois, mais on voit jamais sa tête ou quoi que ce soit. Et en fait, ça attache directement avec Netflix, tu vois. Et peut-être que en fait les contenus Netflix sur Twitter, il y a certaines personnes tu vois, qui sont cinéphiles, machin, c'est leur petit plaisir, tu vois, de voir les prochaines sorties, les machins, enfin tout ce que ça renforce le lien avec la marque, tu vois. Ouais. Ok. Peut-être, j'attends un peu la suite de l'argumentaire aussi. On va voir. Voilà, écoutez, maintenant, peut-être pas de fin à la suite pour la fin, ce d'argumentaire. que j'ai prévu, Ouais, c'est de faire une petite finalement. ouverture pour ceux qui ne me connaissent pas sur un peu ce que moi j'essaye de proposer dans la Creator Economy. En termes de création de contenu, en fait, ce que j'ai voulu faire, je vous l'ai dit, c'est appliquer les codes de la Creator Economy, c'est-à-dire l'authenticité, à ce que je connaissais, c'est-à-dire le monde corporate. Donc, j'ai monté un talk show, encore une fois avec ma boîte, qui s'appelle Talk Show Métier de Rêve. Ça a plutôt bien marché, c'est un des plus gros podcasts carrière en France aujourd'hui, sur tous les réseaux. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'interviewe quelqu'un pendant 2h30 qui me parle de son parcours et qui m'explique comment on en est arrivé là. Ce qui est cool, je trouve, dans les invités, c'est que j'ai réussi à faire en sorte que les personnes que j'invite sur mon talk show, on le sait, ils ont eu un super parcours. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient Tu reprends encore ce que je disais tout à l'heure. sur le fait, est-ce qu'ils viennent d'un milieu hyper privilégié comme moi, est-ce qu'ils partaient dans la vie avec 3000 km d'avance sur les autres, donc que ça soit assez transparent là-dessus. Et j'essaye aussi qu'ils soient transparents sur tous les échecs qu'ils ont connus, les problèmes de santé mentale qu'ils ont pu avoir. Moi, j'ai fait un burn-out. Ouais. Là, clairement, c'est justement ce qu'il vient de dire, c'est ça en fait le plus important, et c'est là-dessus qu'en gros, pour moi, il y a plein de boîtes, elles ont pas compris, tu vois, le côté de la créateur économie. C'est le côté assumer ses échecs, en fait. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, pour être authentique, il faut montrer, tu vois, personne n'est parfait, tu vois. Donc en fait, quand t'es authentique, tu montres aussi tes défauts, tu montres, tu vois, ce que tu fais pas bien, tu vois. Et il y a cette notion-là aussi avec Internet. Les gens, je trouve ça assez impressionnant justement des créateurs de contenu, à quel point ils peuvent prendre quelque chose qui pourrait être honteux, tu vois, et à l'assumer, et tu vois ce que je veux dire, et à se poser les bonnes questions, et à, tu vois, déjà commencer à revenir sur voilà ce que je peux changer pour éviter ça. J'ai compris que ce truc-là n'allait pas chez moi, c'est un défaut, des trucs comme ça, tu vois. Et ça, c'est une truc en fait, si t'es pas prêt à le faire à l'échelle d'une boîte, tu pourras jamais avoir la même proximité en fait avec la communauté, c'est impossible, tu vois. C'est l'authenticité, ça passe par ça passe par montrer. Et en fait, les boîtes, c'est limite, ils sont incapables de faire ça. Et en fait, quand on parle de communication contrôlée, c'est exactement ça. Genre, il y a des boîtes où, je sais pas, ils ont en fait leur taux de diversité réel, il est râlé pas crête, mais les mecs veulent se montrer une image de, on est des gens dans la diversité, machin. Ils vont commencer à pousser du bullshit, tu vois, c'est-à-dire à mettre des mecs, tu vois, ils ont un job, un bullshit job juste parce qu'il faut une personne qui rentre dans ses quotas ou des trucs comme ça. Tu vois. Et en fait, on commence à faire tout un truc pour se donner une image, alors que la réalité n'est pas comme ça, tu vois. Et en fait, faut mieux une boîte qui dise, bah écoutez, nous on n'a pas ça, c'est un fait, et on aimerait le changer, voilà ce qu'on va essayer de faire pour changer, et que discutons avec la communauté pour le changer, plutôt que de dire non mais si tout va bien, et on essaie de montrer une image fausse, tu vois, parce que derrière, ça se passe pas vraiment comme ça, tu vois. C'est un peu toute la problématique des boîtes, tu vois. Ouais, du coup, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure, en mode pas trop d'accord avec lui. En mode, en fait, toutes les boîtes ne sont pas prêtes à faire ce qu'il faut pour du coup pouvoir profiter de cette créateur économie, de se mettre dedans.
C'est qu'en gros, il y a un peu ce truc-là les boîtes, elles veulent pas se mettre en risque, en fait, parce que c'est ça aussi l'authenticité, c'est se mettre à risque, tu vois, Ah bah oui. d'être jugé, etc., tu vois. Et en même temps, donc déjà, je pense que c'est pas parce qu'il disait, c'est pas possible une boîte de créer ça à son échelle, si jamais elle se met à risque, je pense, tu vois. Et en Oui. même temps, la solution qu'ils ont trouvée d'avoir une espèce d'armée d'ambassadeurs, bah en fait, est-ce que ces ambassadeurs, d'un coup, eux, ils auront le droit à tu vois, de parler des défauts de la société ou des trucs comme ça. Si c'est Oui, pour oui, qu'à la oui, fin, oui. ils ont un discours ultra chiadé, tu vois, contrôlé et tout, Full ça sert corporate, à du rien, coup, tu vois. ouais. C'est Full ça sert vendu, quoi. absolument à rien, tu vois, Oui, celui-là. oui. Et en fait, c'est un peu ce truc-là en fait, le truc principal pour passer de l'autre côté, du côté authentique et tout, c'est un truc où pour moi, les boîtes, il y a plein de boîtes qui sont pas prêts à l'abandonner, en fait. Et si t'es pas prêt à l'abandonner, tu ne pourras pas passer de l'autre côté, tu vois, en effet. Mais par contre, si t'es prêt à l'abandonner, je pense que c'est faisable, tu vois. Ouais, clairement, clairement. Et c'est un truc qui m'a, après coup, aidé. Ça m'a permis un peu de renaître de mes cendres et de comprendre vraiment ce que je voulais faire par la suite. Mais voilà, j'essaie qu'il soit très transparent là-dessus. Et, et oui, je pense que c'est ça qui a fait le succès du talk. Encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais c'est que c'est un secteur, le monde corporate, où les gens sont tellement bullshit que faire un truc assez authentique, où on parle vraiment de manière humaine, je pense que ça a pas mal plu aux gens. Donc voilà en termes de création de contenu, ça c'est le format principal. Il y a d'autres formats qui arrivent et voilà, on vous les annoncera bientôt, mais globalement, qui j'interviewe, des salariés qui ont eu des carrières prestigieuses, des créateurs de contenu, parce que je veux absolument continuer à mettre en avant la créateur économie en France, parce que je suis persuadé que ça va boomer, et dernière personnalité, des entrepreneurs. Ensuite, la deuxième partie de ce que je fais, donc vous l'avez compris, j'interviewe des créateurs de contenu. J'ai envie de participer à la démocratisation de la créateur économie en France. Et c'est pour ça, je l'ai déjà annoncé un peu en fin de vidéo, mais je vous refais l'annonce là. On organise avec 2 associés le plus gros forum B2B de la créateur économie à la fin de C'est l'année. cool qu'il en parle. Ça sera à Station Ouais, F ouais. en décembre. Il y aura un peu plus d'1 millier de personnes en B2B. Il y aura les créateurs de contenu, il y aura les agences, il y aura les plateformes concurrentes. C'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que aujourd'hui, tous les événements de la créateur économie en France, c'est des événements un petit peu, excusez-moi le terme, mais un petit peu nombrilistes. C'est-à-dire c'est organisé par un seul acteur et il n'y a que des acteurs qui sont Ouais. d'accord. Donc voilà, il y aura différentes plateformes qui sont concurrentes. Il y aura tout l'écosystème de la créateur économie, des monteurs, des graphistes et tout ça. Il y aura bien sûr des annonceurs, c'est ça qui intéresse les gens qui vont venir. Donc il y aura des annonceurs, des directeurs marketing qui s'intéressent à ce nouvel espace publicitaire. Et enfin, il y aura des personnes du gouvernement, et notamment les personnes du gouvernement qui ont bossé sur la loi des influenceurs en juin dernier. Le but de cet événement, et je terminerai là-dessus, il est triple. Le premier, c'est que faire un événement, ça coûte cher, donc c'est vraiment un événement ROI-driven. Okay, il faut que chacun s'y retrouve et à la sortie de l'event ait des leads et puisse générer du business. Donc un premier objectif business. Un deuxième objectif légitimité. J'ai encore un... C'est marrant qu'ils mettent en avant, tu vois, en numéro 1, justement le côté business, tu vois. Ah, c'est Genre quand un tu fais une salon conf comme ça. professionnel, en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je trouve ça Sur le bien. côté, Ce que je veux dire, je trouve ouais, ça c'est bien, ça. tu vois, que ce soit le numéro 1 dans son talk. Parce que tu sais, il pourrait faire justement le côté un peu moins authentique, un peu plus politique en mode, ouais, moi je crée cet événement-là, c'est Ouais, pour pour rassembler les gens, démocratiser, rassembler, créer que des histoires. les gens comprennent mieux ce que c'est la créateur économie, tout ça. Parce que je me veux porte-parole, tu vois, de cet écosystème et tout. Là, il est vraiment Ouais, en je pense que c'est mode, le non, côté. mais les gars, on est là pour faire du business avant tout, Ouais, c'est pas de assumé, bullshit. premier. Non, mais c'est très cool, très très cool. C'est ça. Après, là, il est à Vivatech, donc c'est aussi un peu Oui, la même chose, oui, Vivatech, tu vois. C'est un peu exactement. dans le même modèle, quoi. Après, tu vois, il l'a mis sur YouTube aussi, donc Ouais, bien parce sûr, que là, c'est bien sur sa sûr. chaîne pour le coup. C'est lui, il l'a remis sa conf, donc non, mais c'est bien que ce soit assumé comme ça. Parce que justement, tu vois, dans ce monde de l'influence, souvent les gens aiment pas trop en mode Oui, ouais, le tu sais, côté le grande côté famille, t'es un vendu, machin. t'es là pour faire de la thune avant tout. Bah ouais, on est là pour faire de l'argent, pour faire notre business. Et si on peut le faire sur un secteur qui nous intéresse tout en le mettant en avant, bah en fait, c'est double et c'est plus puissant, quoi. Ça, après, généralement, l'argument, c'est plus le côté de t'apportes pas de valeur à la société, machin. Ouais, ouais. Alors qu'en vrai, bah, si, c'est dans le divertissement, en fait, il y a littéralement ce que les gens regardent tous les soirs. Tu vois, il y a certaines personnes. Bah ouais, et puis En fait, si ce truc-là disparaît, il y a des gens, je de toute pense qu'ils façon, tombent en dépression. c'est ça, le côté business et le côté divertissement, le côté promotion des bonnes choses ou j'en sais rien, tu vois, peu importe. En fait, c'est compatible de les faire en même temps. Après, ça reste dans une réalité capitaliste, hein, faut pas se le cacher, mais bon, Oui, bah, c'est dans le monde dans lequel on vit, après tout. Bah ouais, c'est ça, en fait. On n'est pas prêt de changer, en tout cas, vu ce qui se passe, tu vois. Bon, on fait pas de politique pour l'instant.
C'est ça. Un collègue de Goldman Sachs, je lui ai expliqué ce que c'était la creator economy, il m'a dit non mais la creator economy c'est juste des vendeuses de shampoing à Dubaï. Donc voilà, je pense que surtout en France c'est encore un secteur qui est très méprisé. Donc voilà, légitimité. Et troisième truc, évangélisation. Toute la journée, il y a des keynotes, il y a des panels de discussion, en plus des stands où les gens font du business. Et on essaye d'expliquer les meilleures pratiques de la creator economy. Moi-même, comme je vous le dis, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Donc voilà, les gens expliquent les campagnes qu'ils ont fait, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, tout ça. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était intéressant. Je crois qu'on a un petit Ouais, peu de Ouais, temps c'était pour les intéressant. questions. Combien Ouais. d'implants? J'allais Ouais, dire, les je pense questions, qu'on on peut ouais. passer sur les questions là-dessus. Déjà, là, on est à 50 minutes. On va pouvoir passer là. Mais ouais, non, très intéressant. Je suis assez d'accord avec lui que ça. En fait, il y a plein de trucs à faire. On est encore pas forcément au tout début, mais tu vois, dans une phase d'ascension et des choses à Ah oui, créer, oui. des Non, mais c'est même, moi, des il y a best encore practices, certains. tu vois, à Ouais. encore inventer et tout et à mettre en Même il y a avant. quelques éléments qui sont encore en structuration, en fait. Exactement, ouais. Ce marché est pas complètement structuré, etc. Il y a encore plein de choses à faire, Mais moi, tu vois, clairement. c'est ce qui Et, m'intéresse, c'est ce que j'aime bien. Si tu arrives dans un truc où déjà tout est fait et puis tu as juste à appliquer, tu vois, moi, ça me fait moins kiffer. Mais ouais. non, Non, bien mais sûr. très cool, ouais. Et ouais, ça, son Paris Creators Week, là, Ouais. ça a l'air intéressant. On sait pas encore, nous, si on va y aller, mais ça porte, Ouais, non, c'est une ça porte un certain intérêt, quoi. clairement très bonne initiative et ça va être une première. Hâte de voir qu'est-ce qui va s'y passer, les retours et de suivre un petit peu l'aventure parce que, effectivement, comme je disais, c'est pas une mince affaire d'arriver à organiser un événement comme ça tout en étant pas en méga perte là-dessus. Donc, beau Et défi. si jamais il y très a cool. certaines personnes qui nous suivent, qui y vont ou qui s'intéressent à cet événement, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, carrément. Ça nous intéresse. Carrément. Et puis en plus, Station F, c'est stylé. Donc le lieu est cool, quoi. Des startups et tout. Ouais. Carrément. Allez, bah vas-y, à la Yes, prochaine. on se dit à la prochaine. Yes. Ciao, Ciao. ciao.